l'association normande des Amis du Printemps arabe et de la Tunisie. Alors en 2016, la région Normandie et le gouvernorat de Medellín, c'est ça, entament un projet de coopération, puis en 2018, ils signent un accord de partenariat avec 6 axes, dont l'économie sociale et solidaire. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans ton intervention, c'est comment vous avez fait l'articulation entre la collectivité et les acteurs. Tu as un micro juste là. Merci. Effectivement, je suis contente d'être au RTES parce que, en d'autres temps, j'ai été élue et donc partie prenante de ce réseau qui me plaît beaucoup ici au Déjà. Alors, je vais reprendre l'histoire un peu autrement parce que là, on la démarre en 2016 avec une initiative de notre conseil régional de Normandie, qui passe un accord de coopération décentralisé avec le gouvernorat de Medellín. Medellín, c'est le sud de la Tunisie, c'est la région aride, sauf Djerba, que tout le monde connaît ici, qui est une zone touristique importante. L'histoire du lien entre cette région et puis du monde et puis la Normandie n'est pas liée à la coopération décentralisée, mais bien à l'initiative d'une association de citoyens ordinaires qui, au moment tout le monde a entendu parler du printemps arabe, eh bien, a amené la Tunisie à s'engager dans une démarche de transition démocratique et de construction d'une société qui, notamment, lui ouvrait des perspectives un peu plus favorables au développement des territoires, mais surtout à la question de la liberté des personnes. Donc, une démarche, nous avions créé cette association-là parce que entre nos deux rives, le Maghreb et puis la France en particulier, mais je dirais surtout le bassin méditerranéen, commençaient à se dessiner d'autres perspectives qui, hélas, sont tournées mal. Du coup, on s'est dit qu'il faut absolument que l'endroit où se posaient les questions autrement de développement et de démocratie, j'emploie ce mot exprès, eh bien, puisse être soutenu par des citoyens engagés en France, qui, même de façon limitée, pourraient, disons, construire des partenariats très différents. Donc, notre association, au départ, en 2012, et non pas en 2016, s'est engagée dans une démarche d'échange culturel, d'abord, et puis socio-économique, dans le domaine et du tourisme, et de l'agroécologie, de pratiques alternatives diverses, parce que dans notre association, il y avait beaucoup, tout simplement, de militants de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est parti comme ça. En 2016, effectivement, la collectivité, la région de Normandie, a décidé d'engager une coopération décentralisée avec cette partie du monde. Et là, avec un discours étonnant qui ressemblait, moi je me dis, bon, je ne sais pas pour être modeste, mais comme 2 gouttes d'eau au discours qu'on tenait depuis 4 ans. Et notamment, montrant bien que c'était important de s'associer à cette région du monde, j'ai bien s'associer, parce que c'est là que se jouait aussi un enjeu de paix dans le bassin méditerranéen et un enjeu de construction de société démocratique. Et dans la façon de construire la coopération décentralisée, il y a eu des choses qui sont installées de façon très, très classique, ordinaire, je dirais, sur coopération économique et autres qu'on voit un peu partout. Mais puisque nous étions là et que nous avions des contacts depuis déjà 4 ans avec la société civile en Tunisie, avec des associations qui partageaient les mêmes valeurs que nous en matière de développement économique, culturel, social, et toujours, je le répète et je le répéterai beaucoup de fois, parce que pour moi c'est très très lié, avec cette approche d'aller dans une démarche de transition démocratique, eh bien la région a décidé de lancer une démarche de coopération, de développement de l'économie sociale et solidaire avec les partenaires que nous avions identifiés, qui étaient sur les mêmes bases que celle-ci en Tunisie. Donc voilà, la construction, elle s'est faite comme ça. Donc, là, je vous reprends l'histoire.
Ok, très bien, merci Ali. Je vous précise que si vous voulez entrer plus dans le détail, nous avons mis en ligne sur le site du RTES les fameuses fiches dénichées pour vous qui détaillent un peu les propos que tu viens de donner et qui reprend les grandes et les grandes dates de ce que tu viens de nous décrire. Ensuite, nous allons aller voir du côté de la Nouvelle-Aquitaine avec Sylvain Davila, chargé de mission, et Benjamin Colli, qui est le co-directeur de la presse. Et là, nous allons parler de la coopération, le mot-clé est de cette coopération décentralisée, avec le plateau central du Burkina Faso, et qui comporte un volet ESS important. Et du coup, je rentre vite dans le vif du sujet, je vous laisse présenter peut-être le projet en 2-3 mots, mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est comment vous avez pensé l'implication des acteurs de terrain, d'une part, dans l'élaboration de cette coopération, et puis ensuite, je m'adresserai en direct à la presse pour savoir quel rôle la presse a pu jouer pour cela. Effectivement, je vous parlais de la coopération avec le Burkina Faso. Peut-être pour constituer la Nouvelle-Aquitaine, donc c'est une région qui est nouvelle, comme son nom l'indique, qui est la fusion du Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. On est une des plus grosses régions de France, c'est la plus grosse en territoire. Et une politique de coopération internationale relativement dynamique avec des partenariats extrêmement divers et variés au Québec, au Vietnam, en Chine, en Afrique beaucoup, et sur la zone du Maghreb. Donc moi, j'ai du partenariat avec le plateau central, c'est un conseil régional au Burkina Faso. C'est une coopération qui est extrêmement ancienne, qui vient du Limousin. On fait beaucoup de choses sur l'accès à l'eau, sur le développement économique, sur les études du changement climatique. Comment est venu l'ESS et l'implication des acteurs de l'ESS, au final, assez naturellement, et deux facteurs qui ont quand même accéléré le mouvement. Le premier, c'est la loi NOTRe, la loi qui a fusionné les régions et qui a repositionné les régions sur son rôle d'animateur des politiques de développement économique. Donc, notre président nous a dit on fait dans nos coopérations maintenant du développement économique, c'est notre cœur de métier. Faire du développement économique dans une région africaine comme le plateau central, c'est pas évident du tout. On ne fait pas comme on peut le faire avec le Québec ou l'Allemagne, et ça nécessite une approche différente. Il faut l'aborder en étant assez modeste et regarder ce qui se fait et accompagner ce qui se fait. Et l'économie burkinabé, elle est ESS. Elle est structurellement sociale et solidaire. Elle est dans une organisation collective naturelle. C'est quasiment le besoin, la nécessité qui fait corps dans ces territoires-là. C'est une opération qui fait sens, qui fait solidarité. Donc, dès lors qu'on a observé ça, comme tous les projets qu'on mène en coopération décentralisée, on s'est appuyé sur les acteurs de notre territoire pour développer des partenariats avec des acteurs du territoire du plateau central. En quelque sorte, pour faire un très gros raccourci, un conseil régional, il ne sait pas faire grand-chose. On ne sait pas faire de réseau d'attribution d'eau potable, on ne sait pas ramasser les déchets, on ne sait pas faire animer des coopératives. Et par contre, on sait planifier, animer, coordonner. Et dans cette coopération, on coordonne. Donc, on est allé chercher les acteurs du territoire pour accompagner le développement d'initiatives économiques très locales au plateau central. Et c'est tout naturellement qu'on est allé chercher la Chambre de l'économie sociale et solidaire dès 2015. Donc, on a commencé à penser ce partenariat.
Et on est allé chercher également des acteurs. Donc, la classe est un réseau, on travaille avec nous pour structurer un réseau ESS sur le plateau central. Donc, je vais en parler en dire deux mots. On a également cherché des acteurs très concrets qui font des projets de territoire, notamment une ressourcerie et une plateforme d'initiative qui est très leader. Donc, ils sont allés, la plateforme d'initiative a créé une plateforme de très bonheur au plateau central qui fonctionne super bien. 75 prêts, 120 emplois créés en une année de fonctionnement, c'est des montants assez modestes. Et juste, c'est la plateforme initiative Nouvelle-Aquitaine, nous disons, qui est en réciprocité à ajouter cette plateforme au plateau. C'est la plateforme qui a apporté une expertise métier là-bas, une expertise technique sur le montage d'un outil qui serait nécessairement adapté à la configuration et l'outil qui est connu. Et ce qui est intéressant de remarquer dans ces projets, c'est la réciprocité naturelle qui se met en place. La ressourcerie, en fait, a monté un projet sud-nord. On a tendance à considérer les projets dans une dimension nord-sud. On apporte quelque chose. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est la ressourcerie qui allait chercher de la compétence sur des plateaux pour diversifier son métier, son approche et ses savoir-faire. Je laisse la parole à Merci. Donc, Benjamin, qui est le co-directeur de la CRES de l'Aquitaine. Alors, moi, j'ai une question, c'est comment la CRES a-t-elle été ou s'est-elle impliquée dans ce sujet-là? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé à l'IPM? Vous pourrez me raconter aussi un peu ce que je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé à l'IPM. Mais du coup, bonjour à tous. Merci pour l'invitation du RTS. Merci à tous. Donc, juste pour rappeler que la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, c'est une association, loi 1901, qui regroupe en fait des mouvements de l'économie sociale et solidaire et des entreprises de l'économie sociale et solidaire sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a des réseaux associatifs, coopératifs, mutualistes. Et ce qui a permis ce partenariat avec le Burkina, c'est deux choses. Première chose, c'est quand on a construit la CRES Nouvelle-Aquitaine, donc à l'époque, en 2017, au moment de la fusion des régions, qui nous obligeait aussi à fusionner donc les trois CRES, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. Dans le projet politique de la CRES, on a inséré directement la dimension internationale. En se posant la question, et c'est la question aussi qui s'est posée sur la première table ronde, c'est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que notre territoire et qu'est-ce qui fait territoire? Et de se dire, notre territoire, nous, de la CRES, c'est pas seulement la Nouvelle-Aquitaine, on ne va pas s'intéresser à ça, on va s'intéresser au national, donc on a un réseau national et on s'y implique, et puis aussi, on va s'intéresser à l'économie sociale au niveau international et aussi à des structures identiques aux nôtres qui veulent impulser l'économie sociale à l'international. Donc déjà, dans le projet politique de la CRES, il y a la dimension internationale qui est inscrite. Et la deuxième chose qui a permis à ce partenariat de se faire, c'est le fait, la vigilance de la région Nouvelle-Aquitaine et notamment de Sylvain, sa connaissance de l'économie sociale et solidaire, qui à un moment nous a alertés en nous disant, là, on revient d'une mission Burkina Faso, il y a un réseau qui s'appelle donc le RESAS sur le plateau central, qui ressemble beaucoup à ce que vous faites et à ce que vous voulez faire, et qui est un réseau qui réunit des associations, des coopératives, et ce qu'on appelle aussi des organisations de la société civile. Et du coup, il serait vraiment intéressant que vous réussissiez à vous rapprocher de ce réseau, parce qu'il y a un ADN qui est commun, il y a des choses qui sont communes. Et du coup, on est rentré en contact via la région Nouvelle-Aquitaine avec ce réseau, donc le RESAS, et on les a conviés, ça rentrait pile poil dans le
au niveau temporel avec donc le Forum mondial de Bilbao. Et on a dit, ben, venez, le mieux c'est de venir à Bilbao. Donc on les a fait venir, on a fait venir une délégation de 3 personnes, rencontrer des acteurs de l'économie sociale et solidaire et surtout réfléchir à cette dimension internationale de l'économie sociale, sachant qu'au Burkina Faso, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un terme qui est employé. Donc, du coup, voilà ce qui a fait les prémices de ce partenariat. Donc, vous avez travaillé sur un plaidoyer à Bilbao sur la thématique de l'apport de l'UNFR dans le développement territorial. Oui. Et est-ce que c'est. Où est-ce qu'on peut trouver ce plaidoyer aujourd'hui? Alors, pour l'instant, ça, c'est un document qui est interne, mais c'est vrai que c'est ce qui a été soulevé aussi par nos partenaires, par la délégation du Cameroun, et par le REMSES, c'est au Burkina, on s'est dit, ben, si on veut développer l'économie sociale, la faire connaître, la promouvoir, la première chose à faire, c'est la mission de plaidoyer. C'est faire connaître aux collectivités, de se dire, ces organisations, vous voyez, c'est des organisations de l'économie sociale, elles sont structurées de telle manière, voici la plus-value qu'elles apportent sur les territoires. Et donc, on a travaillé en effet avec les expériences qu'on a vues aussi à Bilbao. On a travaillé voilà, sur un outil de plaidoyer pour que le RESAS puisse porter du plaidoyer auprès des collectivités. Ok, merci. Donc, on voit à travers vos témoignages, à tous les 3, à la fois l'importance des peuples, en fait, de la démocratie, comme tu l'as dit, de la transition démocratique, donc de la prise en main des peuples de ces sujets aussi de coopération sécurisée. Et puis on le sent aussi la réciprocité importante entre l'initiative Vienne, c'est ça, et puis j'allais dire, vos homologues burkinabés qui ont pris en main aussi la thématique. Alors maintenant, nous allons vous entendre, vous écouter Aminata Diop, qui est donc, vous êtes directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale, le FODEM, à Dakar, au Sénégal. Et donc, je vais vous laisser présenter d'abord votre stratégie. Je vous demanderai peut-être, si c'est possible, de développer le lien entre, comment vous avez créé du lien entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire locaux et puis la collectivité pour développer le plan d'action que vous allez nous présenter. Si vous pouvez axer là-dessus, ce serait vraiment chouette de donner vraiment des bonnes pratiques concrètes. Merci beaucoup. Je vais accélérer parce que j'avais prévu de faire une présentation. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier en tout cas le RCS, remercier également le Forum mondial social, le G7, qui nous a associés à cette importante rencontre, également la plateforme des acteurs non étatiques. Pour parler un peu des acteurs au Sénégal, je voulais juste préciser qu'au Sénégal, nous avons assez avancé sur la chose, hein, parce qu'on a un ministère qui est lié à l'économie sociale et solidaire. Et au niveau de la ville de Dakar également, nous avons mis en place des structures d'accompagnement et d'encadrement des acteurs de l'ESS. Je citerai principalement le Fonds de développement et de solidarité municipale que je dirige, qui a mis en place des stratégies pour accompagner ces acteurs, parce que nous sommes partis d'un constat. Depuis 1998, au niveau de la ville de Dakar, nous faisons du financement sans le savoir de l'économie sociale et solidaire à travers des appuis dédiés aux acteurs, à ces acteurs, les femmes, les placés, femmes et hommes qui s'activent dans ce domaine. Mais en 2004 précisément, on avait demandé de mettre en place le crédit municipal de Dakar. Donc, le crédit municipal de Dakar a été créé en 2004 pour financer donc, cette cible femmes et jeunes. Et nous l'avons fait en 2009. En 2009, nous nous sommes rendus compte, après évaluation, que le crédit municipal n'a pas joué son rôle concrètement dans le financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour la bonne et simple raison que nous étions focalisés sur l'objectif de rentabilité. En 2009, un maire a pris les rênes de la municipalité et a pris d'autres orientations majeures parce qu'il fallait mettre l'accent sur la notion de solidarité. Donc, la structure a été rebaptisée Fonds de développement et de solidarité municipale pour nous permettre évidemment d'approcher ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, le FODEM, Fonds de développement et de solidarité municipale, a été créé pour appuyer, financer et encadrer les porteurs de projets qui s'activent notamment dans des activités génératrices de revenus.
tous les secteurs d'activité sont financés. Tous les secteurs sont financés. Et ce fonds couvre la ville de Dakar principalement. Et nous sommes actuellement en train de travail pour répliquer ces modèles assez innovants pour d'autres collectivités locales de la ville de Dakar. Vous avez quelques chiffres pour illustrer les réalisations? Voilà, nous avons permis la création de 477 unités de production. Donc, ça a touché 463 emplois, dont 25 temps temporaires. Nous avons également créé 225 nouvelles entreprises. Nous avons mis en place 861 micro-activités pour plus de 200 bénéficiaires et 327 projets bancaires pour un montant de presque 1 million d'euros. C'est vrai que les montants ne sont pas assez costauds parce que c'est des contraintes financières. La demande est assez forte, mais nous sommes actuellement entrés dans le cadre d'un partenariat de trouver des ressources additionnelles pour absorber cette forte demande. Donc, en termes de répartition des projets, si vous regardez sur le tableau, vous verrez que les financements des groupements de femmes occupent la plus grande majorité donc, des fonds alloués à la cible. Vous avez 73% de financement accordé aux groupements, 19% accordé aux femmes et 6% accordé aux hommes. Donc, c'est un peu la répartition des projets financés par catégorie. Vous voyez un peu sur le tableau. Et dans quel secteur vous avez dit tous les secteurs sont... Tous les secteurs d'activité sont... Et on voit d'ailleurs les domaines d'intervention. Très bien. Merci. Vous voulez conclure peut-être votre présentation? Oui, c'est juste pour dire qu'il y a un autre volet qui est assez intéressant dans le cadre de cette coopération, parce que nous sommes partis aussi d'un constat, on a formé, on a financé, mais en 2014, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait encadrer donc cette cible, et dans le cadre d'un projet avec l'AMF qui est présent dans la salle, l'Association internationale des biens francophones de la ville de Marseille, nous avons ajouté un autre projet, c'est le financement de l'entrepreneuriat social. Vous savez que l'entrepreneuriat social, c'est une autre paire de manches donc de l'économie sociale et solidaire. Et ça a abouti à la création de la couveuse d'entreprise, à la promotion de l'emploi par l'entreprise. Donc, il s'agit de former les acteurs, les entrepreneurs qui voudraient notamment créer une entreprise dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc, cette structure est née et a permis de financer, d'encadrer et d'orienter des porteurs de projets qui s'activent dans ce domaine. Depuis 2016, donc ce projet existe. Actuellement, nous lançons dans le recrutement de la seconde sélection d'entrepreneurs LDC. Ce sera fait au mois d'août. Au niveau de la ville de Dakar, c'est juste pour vous dire que c'est une plus-value apportée dans le cadre de cette coopération. Et pour 2019, nous allons également dans le sens d'une autre coopération avec l'école des entrepreneurs de Montréal, qui va accompagner également donc, cette seconde sélection, mais également avec l'association des maires francophones. Nous avons prévu également de faire participer de GCF qui est là, les plateformes des acteurs non étatiques qui vont nous accompagner donc, dans le cadre de cet important projet destiné au financement de l'entrepreneuriat social, mais également au financement des acteurs de l'économie sociale de la ville de Dakar. Ok, bravo. Bravo pour à la fois ce travail de réalisation et puis on voit des perspectives dynamiques qui inscrivent les choses dans la durée. On va maintenant passer la parole à un autre sujet, enfin, toujours le même sujet sur la coopération internationale. À vous, Pascal Poimet, donc vous êtes représentant de Solidarité laïque. En quelques mots, je vais essayer de résumer pour vous corriger, vous me compléterez. C'est un collectif de 52 organisations qui est à l'école publique, l'éducation populaire et bien sûr à l'économie sociale et solidaire. Vous existez depuis 1956 et c'est une association qui lutte contre l'exclusion et améliore l'accès à toutes et à tous à l'éducation, une éducation de qualité. Ce qui est fait un peu la marque de fabrique, c'est cette notion de réciprocité, d'action ici et là-bas, comme on dit, et puis l'importance que vous portez à la co-construction de vos actions avec les partenaires locaux. Je vais vous laisser nous présenter Compétences pour demain. On va rentrer directement dans le sujet. Je suis Pascal Poimet, je suis responsable de toutes les actions qui sont menées par mon organisation en Afrique développement. Acteur citoyen
structuration que leur mouvement peut prendre. On peut partir des différentes associations, aux syndicats, etc., etc. Ça, c'est notre premier postulat en fait que nous posons. Et donc, au regard de ça, depuis 1 an et demi à la suite d'un programme que nous avons développé en Afrique de l'Ouest sur le renforcement des réseaux des partenaires qui travaillent sur le champ de l'éducation dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, au Bénin, au Mali, au Niger et au Burkina. Nous sommes partis du fait que la suite de ce programme devait nous permettre de pouvoir répondre à une question qui est importante pour nous, qui est celle de savoir, quand on a fini de travailler sur l'éducation, quelle est la place que nous accordons à l'éducation elle-même par rapport aux différents bénéficiaires. Donc, la réponse à cette question, c'était de poser un postulat et de dire que la place de l'éducation, c'est de permettre à toutes les personnes qui ont bénéficié d'une éducation de trouver leur place dans leur communauté. Et donc, pour la suite de ce programme, nous avons décidé de partir sur une question d'autonomisation de la jeunesse avec 2 leviers qui sont importants pour nous par rapport à cette autonomisation. Le premier, c'est celui de l'employabilité des jeunes, employabilité entendue dans son sens large, premièrement par rapport au fait qu'une personne doit pouvoir réunir les compétences nécessaires pour pouvoir se faire, pour avoir un travail salarié ou les compétences nécessaires pour pouvoir se construire lui-même un revenu. Ça, c'est le premier levier sur lequel nous avons décidé de travailler. Et le deuxième levier qui fait le lien avec tout le travail que nous faisons avec les collectivités locales, c'est l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, pourquoi? Pour pouvoir répondre à toujours cette question de la place du citoyen, de l'individu dans la société. Et donc, de faire le lien avec les institutions de son territoire, le lien avec les différents acteurs aussi qui travaillent au changement, qui travaillent sur les questions de changement du territoire dans lequel le jeune est. Et donc, ces deux leviers, pour nous, représentent les faces d'une même médaille pour travailler sur la question d'autonomisation des jeunes. Voilà. Et le mode opératoire, c'est de poser dans les différentes communes un établissement, un lieu qu'on appelle le LABIS, le laboratoire d'innovation sociale, où ces 2 axes seront développés et qui seront en lien, en partenariat direct, autant avec le secteur privé qu'avec les collectivités territoriales du territoire dans le ressort duquel ces labis seront installés. Bien, merci, bravo aussi. On voit à travers le témoignage qu'on a aussi, vos 2 témoignages, qu'on a là aussi avec l'implication des collectivités locales, une puissance d'action, mais qui ne sera jamais suffisante si on n'associe pas directement les acteurs locaux sur ces laboratoires d'innovation sociale, et puis sur le modèle pour demande des questions de clarification. Moi, j'ai envie de remercier les uns les autres parce que vous êtes allés directement au fait et ce n'était pas si simple d'entrer de manière systématique et percutante sur le sujet. Est-ce que dans la salle, déjà, vous avez des demandes de prise de parole, des compléments, des remarques ou des questions? Allons-y. On en prend 3-4 et puis ensuite on va enchaîner sur une autre question sur la plus-value des partenariats. Merci pour ces partages. De nouveau, je vais parler cette fois au nom de l'ONG, Monnaie démocratique, qui est basée en Suisse, mais c'est une ONG internationale. J'ai 2 questions toutes simples, une très pragmatique. Dans la coopération internationale, quand on est sur plusieurs pays, comme vous décrivez, M. Kouamé, quel choix de stratégie linguistique vous avez adopté? Parce que l'anglais est évidemment par défaut, mais il y a des choix qui peuvent être aussi très solidaires, très porteurs. Et de manière symbolique, on parle un petit peu de l'ONG, nous on a décidé de mettre en avant, par exemple, l'espéranto. Il y a beaucoup de préjugés encore, des choses comme ça, mais qui en fait dans les faits très pragmatiques. Et une seconde question,
beaucoup plus général et un peu plus pour tout le monde sur cette coopération internationale. Je serais curieux d'écouter vos besoins. Si modestement, voilà, on peut participer à répondre à des besoins, ça nous intéresse aussi. Ok, merci. On a une question, une intervention ici, et une deuxième ici, puis après, on passera la parole. Je vous propose qu'on fasse comme ça, ce sera plus simple pour vous. N'hésitez pas à prendre. Alors, il y a une question ici d'abord, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Merci. Et ma question, c'est, je voudrais m'adresser tout particulièrement à Mme Aminata pour savoir la nature juridique du fonds. Est-ce que c'est une entreprise publique? Est-ce que comment elle est financée dans des fonds de l'État? D'où viennent ces fonds? Comment vous atteignez les demandeurs, les destinataires des fonds qui sont dans les villages? Est-ce que c'est des prêts? Est-ce que c'est des subventions? Est-ce que c'est des cadeaux? Et comment vous faites le suivi, l'évaluation? En fait, vraiment, j'aimerais, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais je voulais savoir juste comment peut-être même après ça, savoir comment fonctionne ce fonds qui est plus intéressant par ailleurs. Encore une question, une intervention, et puis ensuite, moi, c'était dans le prolongement de la question précédente. C'est par rapport au fonds que vous mettez en place. Moi, je pense qu'il y a une partie de fonds publics, mais est-ce que vous avez aussi une réflexion autour de la mobilisation des fonds privés, c'est-à-dire de l'épargne du territoire? Est-ce que vous couplez l'ensemble des financements en termes de synergie pour que justement il y ait un peu une réflexion aussi sur le sens de la finance et notamment de la finance qui profite à des actions économiques de territoire portées par des structures d'économie sociale et solidaire. Ok, merci. Alors on va commencer par répondre à ces trois questions. Je vois que ça y est, la parole se libère, c'est super. Alors, peut-être Madame Diop, vous avez directement rappelé, mais si vous voulez compléter, n'hésitez pas à vous Merci beaucoup. Je vais un peu sur la nature juridique du fonds. Je disais tantôt dans mes propos que nous ne sommes pas après comme banque mutuelle d'épargne de crédit pour faire de l'intermédiation financière. Donc, nous passons. Voilà, nous ne sommes pas agréés comme banque ou comme mutuelle d'épargne et de crédit pour faire du financement direct. Nous ne passons pas délégués financiers. Donc, c'est une stratégie qui a été mise en place pour atteindre la cible qui pourrait notamment bénéficier de notre appui. Donc, nous sommes au fonds qui a été créé par arrêté municipal, donc du maire de la ville de Dakar. Depuis 2004, et rebaptisé Fonds de développement et social municipal en 2009. Et pour les modes de financement, ce sont des prêts, ce ne sont pas des subventions, parce que c'est ce qui a été fait jusqu'en 2004-2009, et ça n'a pas marché. Donc, nous sommes lancés dans ce mode de financement. C'est des prêts qui sont alloués avec des taux d'intérêt assez préférentiels, des taux d'intérêt de 6%. Vous voyez que c'est assez important. C'est 6%, c'est des taux d'intérêt de 6%. Ils sont remboursables sur une période de 36 mois. Et une question de clarification sur Marseille, le rôle de la ville de Marseille. Le rôle de la ville de Marseille, c'est en 2014 que Marseille a évidemment intervenu dans le projet de la création de l'incubateur. Parce que nous avons un incubateur qui accompagne les entrepreneurs de la ville de Dakar. Donc, Marseille, tout comme l'AMF, l'Association des maires francophones, ont mis en place un budget pour accompagner notamment la ville de Dakar dans le financement de cet important programme dans cette entreprise. Bien, merci. Alors, je reviens un peu sur l'intervention de monsieur. La zone d'intervention, nous couvrons la ville de Dakar. Mais actuellement, nous avons mis en place un partenariat avec les autres villes de la ville des autres villes du Sénégal pour véritablement répliquer ce modèle au niveau des communes qui seraient éventuellement intéressées. On passe ce modèle du Fonds de développement social municipal. Donc, c'est pour nous permettre de dupliquer ce modèle au niveau d'autres collectivités locales et pourquoi pas même africaines, parce que c'est l'objectif final qui est recherché, ouvrir des partenariats avec d'autres collectivités locales au niveau de la ville, région
au niveau de l'Afrique pour nous permettre notamment de les appuyer dans l'implantation de ce modèle. Très bien. Je vous propose que, éventuellement, le temps du meeting, vous puissiez aller plus en profondeur sur ce sujet-là. Il y a une question aussi qui me fait penser forcément à votre projet, la question de la langue et quelque part de la richesse, mais aussi peut-être de la probable barrière de la langue. Comment vous qui avez travaillé sur, on peut le dire, l'outil entre les peuples, c'est un peu ça, vous appropriez ce sujet-là? Oui, c'est un sujet important, la question de la langue. Je dirais que dans le cas précis que je vois qu'aujourd'hui, le problème ne se posait pas trop parce qu'on est en lien avec des pays francophones aussi, la Tunisie, mais les pays d'Afrique de l'Ouest, bon, c'est la même chose. Mais on ne peut pas se dispenser quand même de cette réflexion-là, parce que si on veut effectivement faire en sorte qu'il y ait du lien et de la réciprocité, comme ça a été dit, et ce qui est au cœur un peu aussi de la démarche qu'on essaie d'avoir entre les gens, il faut prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de gens, et surtout les plus modestes, ou ceux qui ont été peu alphabétisés, enfin, etc., eh bien que ce n'est pas certainement là que ce n'est pas le français qui parle, hein, c'est autre. Donc, à chaque fois, on est obligé de réfléchir à des modes de communication et à utiliser, si je puis dire, des passeurs. Et pour nous, par exemple, pour la Tunisie, les bons passeurs, c'est les gens qui sont dans la diaspora, notamment tunisienne, ceux qui vivent ici et qui sont toujours en lien et qui contribuent aussi à enrichir les coopérations décentralisées et les actions qui se mènent ici et là-bas. Et je dirais que la mission de ces personnes, au-delà du soutien au développement économique, parce que les migrants, les gens qu'on a chez nous ici, ne sont pas que des gens qui nous coûtent cher, ils rapportent beaucoup d'abord à notre pays, mais aussi ils renvoient beaucoup de choses sur leur territoire. Et ça, en même temps, ils sont les passeurs culturels et linguistiques aussi qui nous permettent de faire des choses plus intéressantes. On pourrait illustrer ça par un exemple tout récent, mais je pense que c'est une vraie question qu'on ne se pose pas suffisamment. Merci Annie. Pascal, vous voulez compléter? Oui, très rapidement. Il faut dire que les pays dans lesquels nous intervenons sont des pays francophones. Mais il est important, comme Annie l'a dit, de pouvoir créer ce lien de réciprocité, surtout les champs sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons sur des questions d'employabilité, engagement citoyen, dans des pays dont l'économie est fortement caractérisée par l'informel. Et donc, des personnes à qui nous allons nous adresser qui ne maîtrisent pas forcément la langue française. Et donc, dans les différents laboratoires que nous mettons en place, nous prévoyons la maîtrise de la langue française, mais sous la forme du bilinguisme, c'est-à-dire le français et la langue locale. Très bien, merci. Allez-y, excusez-moi. Complément, peut-être. Je vais juste apporter un petit retour d'expérience sur la plateforme d'initiative qu'on a contribué à créer au plateau central et sur son financement. Donc effectivement, la première année de fonctionnement, on a apporté du fonds public, de l'aide, de subvention de la région de l'Aquitaine, en fait, et du plateau central, de notre partenaire. Mais en fait, comme ça fonctionne plutôt bien, on a réussi à faire en sorte que l'ensemble des collectivités du plateau central, c'est-à-dire 20 communes et le conseil régional, votent un dispositif que je trouve assez innovant qui s'appelle 1,5% développement économique. C'est que au plateau central. Et ils votent 1,5% de leur budget annuel en faveur du fonds de développement des entreprises. Donc le fonds agglomère les contributions de toutes les collectivités. Ça intéresse également la Chambre de commerce et d'industrie du plateau central, qui aujourd'hui a mis l'équivalent de ce qu'on met dans la coopération, c'est-à-dire une somme relativement importante.
donc qui à eux seuls est peuvent quasiment doubler le nombre de projets soutenus. Et le réseau national d'initiatives en France a signé un partenariat avec la fondation Filière électrique qui aborde les fonds de toutes les plateformes internationales, dont CDI Centrale. Et on finance des porteurs de projets en électricité et en énergie renouvelable via le fonds. Donc en fait, on devient un espèce de catalyseur de l'initiative qui demande. Alors, vous aviez terminé sur le mot catalyseur, il me semble. Écoutez, moi je trouve qu'on est vraiment dans, si vous me permettez, dans la question qu'on devait faire ensemble. La question de la suivante, c'était quelle est la plus-value de tous ces projets-là. On est en train de les prendre finalement de manière collective. C'est le pouvoir du nous, hein, on est comme ça. Je trouve que c'est plus dynamique que de vous redonner la parole. Donc je vous propose qu'on continue sur la lancée des questions et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vous rappelle juste le thème. La plus-value de ces projets-là sur la dynamique de territoire pour l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est important quand même que les questions soient en lien avec ce deuxième tour qu'on devait faire ensemble. Et je remercie aux intervenants de s'adapter à cette, je trouve, manière plus dynamique de répondre à la question. Alors, on avait de mémoire une prise de parole au fond de la salle, Madame Martin, ici, Madame, donc, la réponse a déjà été donnée. Alors, on va commencer par là. Et vous, deux messieurs, je vous appelle. Voilà. On fait 3 questions et puis on va passer. On vous écoute. Bonjour, Laurent, je crois que c'est occasionnel de JCF. Il faut demander à l'économie sociale. Je me réjouis vraiment qu'il y a beaucoup d'initiatives, que la coopération internationale sont nées aussi dans notre forum global de l'économie sociale, soit à Montréal ou à Bilbao. Je voudrais poser une question, justement, c'est à partir de ces expériences très concrètes de partenariats qui sont tissés entre les acteurs. Oui, c'est dans ce cadre-là, je pense que Laurence a un peu posé la bonne question. C'est là où je voulais revenir. Peut-être donner un témoignage sur ce passage à l'élection, parce que c'est important que la relation entre les acteurs, moi je suis Malik Diop, je suis le coordinateur national de la plateforme des acteurs de l'énergie au Sénégal. Je regroupe plus de 500 organisations qui travaillent en étroite collaboration avec les villes pour porter le plaidoyer et essayer de passer à l'échelle, parce que c'est important, parce que ce sont les acteurs qui sont sur le terrain. Parce que quand on parle de l'Est, c'est beaucoup plus les acteurs. C'est dans nos pays, c'est l'économie informelle qui compose un peu plus de 80% des acteurs économiques de l'économie sociale, de l'économie réelle qui partent là. Donc c'est important que les acteurs qu'on puisse les accompagner, les organiser, les accompagner et les mettre en lien avec les collectivités pour porter le plaidoyer et le politique. Parce que il y a aussi le cadre réglementaire et juridique dans nos pays par rapport à l'ESG qui est insuffisant ou bien inexistant. Je pense que c'est important de travailler sur peut-être Madame Diop va y venir pour voir un peu, nous, ce qu'on avait fait avec le cadre du forum de Bilbao, pour voir un peu comment impliquer toutes les collectivités du Sénégal, la ville de Dakar, parce que nous sommes bien là pour le porter, pour avoir maintenant du renforcement des capacités, avec des sessions de renforcement des capacités avec le GSF, pour les acteurs territoriaux, les maires, les acteurs, pour les porter. Je pense que c'est important pour répondre à ça. Et ces acteurs-là, au niveau institutionnel, je donne un exemple, je termine, je reviens ça un petit peu. On avait un ministère dédié, et dans le dernier remaniement, il y avait la volonté politique de supprimer le ministère dédié à parce qu'il fallait raccourcir un peu le ministère. Je pense que c'est des questions que les acteurs de l'école ne peuvent pas porter, mais ce sont les acteurs de la société civile qui doivent porter ces questions-là, pour ne pas qu'il y ait de recul sur ces questions-là. Je pense que c'est important de voir un peu cette plus-value-là, c'est de voir comment intégrer, à toutes ces phases, les différents acteurs à les impliquer, qui puissent savoir un peu leur rôle et leurs responsabilités pour porter ces questions politiques-là.
et de voir maintenant, avec d'autres structures comme l'Organisation internationale de la francophonie, qui gère un appui pour essayer pour pousser. Je pense que c'est important que les accompagne. Voilà, je pense qu'il faut faire pour avoir des plus-values réelles par rapport à cela. C'est de voir maintenant comment vous, je pense rebondir sur la question de classe, comment mobiliser ces acteurs-là à avoir maintenant plus d'impact sur ce que nous faisons. Oui, d'accord, merci. Donc, au-delà du déploiement, on sent aussi la question de la pérennisation dans les plaidoyers aussi. J'essaie de vous donner des mots-clés pour avoir des réponses. Monsieur, on vous écoute. On prend les plus-values. Bon, je vais parler des réflexions qui ont lieu il y a 30 ou 40 ans. Je suis un acteur du commerce capital et à l'époque, on se posait la question, alors le mot économie